Bien, avant d'aborder la leçon d'aujourd'hui, je vais rappeler d'abord les résultats de la dernière leçon. Nous avons déjà étudié l'addition électrophile d'un hydracide sur un alcène. Et là, je prends comme exemple l'acide bromhydrique sur un alcène. Donc, ça nous a donné les résultats suivants. Donc, on a obtenu ce composé ici, CH3, C2H5, ici le brome, et le deuxième composé qui c'est C2H5, CH3, CH2, Br. Bien, l'addition électrophile de l'acide bromhydrique nous a donné deux composés différents. Le premier, c'est celui-là, et le deuxième, ici. Donc, on remarque que le brome, ici, il est fixé sur le carbone le plus substitué, c'est-à-dire qu'il y a des substituants différents. Et on avait appelé ce carbone-là un carbocation tertiaire, c'est-à-dire le plus stable. Et le H qui était dans l'acide bromhydrique, il est fixé sur le carbone le moins substitué ou bien le plus hydrogéné. Donc on a obtenu ce composé ici, ce produit, de façon majoritaire. Donc je vais le noter. On appelle ce produit Markov-Nekov. Vous voyez qu'on a utilisé la règle de Markov-Nekov concernant le carbocation le plus stable. Et ensuite, on a obtenu un produit minoritaire, donc celui-là, il est majoritaire. Je vais l'écrire ici. Un autre produit minoritaire qui est celui-là. Donc vous voyez bien que le brome ici, de l'acide bromhydrique, il est fixé sur le carbone le moins substitué, ça veut dire le plus hydrogéné. Et en fait, c'est un carbocation primaire et il est beaucoup moins stable que le carbocation ici qui était tertiaire. Donc ici, le produit va être minoritaire. Et donc, le produit qu'on va obtenir en majorité, c'est celui-là. Mais si maintenant, vous avez envie de synthétiser ce produit-là, vous voyez, je n'ai pas envie de ce produit qui est là, mais ce produit qui est minoritaire ici, c'est lui que j'ai envie de synthétiser en grande quantité. C'est-à-dire j'ai envie qu'il soit le majoritaire dans la réaction chimique. Comment je vais faire? Eh bien, je ne vais pas prendre cette réaction-là que je vais noter ici. C'est une addition électrophile. Addition électrophile, il nous donne ce produit-là, qu'on appelle le produit Markov-Nekov majoritaire. Et bien entendu, regardez la leçon concernant l'addition électrophile pour plus de détails. Et d'ailleurs, cette réaction-là, je vais noter juste les conclusions qu'on a tirées de cette réaction-là. C'est une réaction régiosélective. Régiosélective. Ça signifie quoi? Ça signifie bien entendu que le brome va dans une région bien déterminée de l'alcène.
Il ne va pas n'importe où, il va vraiment sur le carbone, sur le carbocation tertiaire, qui s'est formé comme intermédiaire réactionnel. Donc vous voyez que la région, elle est vraiment spécifiée, vous voyez. Et elle a comme propriété aussi la non-stéréospécificité, c'est-à-dire que c'est une réaction chimique, on obtient des produits non stéréospécifiques. On a cette propriété-là et c'est là. Ça veut dire quoi, non stéréospécifique? Sachez que le produit majoritaire ici, qui est le produit Markovnikov, ici j'ai un carbone asymétrique, là. Et dire que j'ai un carbone asymétrique, c'est que je peux avoir soit la configuration R, soit la configuration S. Vous voyez? J'ai le choix entre ces deux. Sachant que je n'obtiens pas uniquement R. Si j'obtenais uniquement R, par exemple, je vais noter ici que la réaction de l'addition électrophile sur un alcène est stéréospécifique. Ça veut dire qu'elle me donne un stéréoisomère bien spécifié, vous voyez. Si elle me donnait le S, ça aurait été pareil. Or, elle me donne les deux. Et en quelle quantité? Eh bien, quantité égale, vous voyez. Ici, 50%. Et là, 50%, vous voyez. Exactement pareil. Donc, s'il me donne 50% de R, 50% de S, eh bien, on appelle ce mélange un mélange racémique, vous voyez, qu'on obtient à la fin. Racémique. Le mot racémique veut dire que j'ai un mélange soit équimolaire, soit à proportion égale entre deux énantiomères. Regardez les leçons sur les énantiomères, sur les configurations des carbones asymétriques, les configurations absolues RS, tout ça, hein, ces données sous forme de leçons si vous cherchez à comprendre un petit peu ces notions. Et juste pour finir l'introduction, racémique veut dire que activité optique nulle. Activité optique, aucune activité optique si vous voulez. Activité optique nulle. Ça veut dire que le mélange n'aura aucune action sur une lumière polarisée rectilignement. Voilà ce que je peux dire pour l'introduction. Maintenant, je reviens à mon produit que j'ai envie de synthétiser, c'est-à-dire celui-là. Pas celui-là, celui-là. Et bien, dans ce cas-là, ça n'est pas l'addition électrophile que je dois réaliser, mais c'est l'addition radicalaire. De HBr sur un alcène. Bon, l'alcène, je vais garder toujours le même sur un alcène. Donc, je vais voir est-ce que cette réaction chimique qui consiste à additionner un hydracide sur un alcène de façon radicalaire, on va voir ça juste après, est-ce qu'il va me donner ce produit de façon majoritaire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir juste après. Bien, commençons l'addition radicalaire d'un hydracide HX. Hein, c'est une hydrohalogénation sur un alcène. Donc, alors, c'est quoi une addition radicalaire? Sachez que l'addition radicalaire, un radical, par définition, c'est une entité chimique possédant un électron célibataire. Voilà la définition d'un radical. Et sachez que cette addition suit un mécanisme que je vais vous donner sous forme d'un exemple. C'est bien, comme ça, on va traiter l'exemple jusqu'à la fin. Donc, tout d'abord, la première phase, ça s'appelle
la phase d'initiation, vous voyez, phase d'initiation. On va voir ce que cela signifie. On appelle aussi cette phase la phase d'amorçage. Amorçage, ça veut dire commencement, si vous voulez, vous voyez. Bien, ça consiste en quoi cette phase? Ça consiste à utiliser un initiateur de radicaux. Ça veut dire initiateur, ça veut dire qui va me permettre de fabriquer des radicaux, si vous voulez. Initiateur de radicaux. Et en général, on prend un peroxyde. Je vais vous montrer ce que c'est, un peroxyde, c'est-à-dire de cette forme-là. Hein? ROOR. Ça s'appelle un peroxyde. Exemple, vous voyez l'eau oxygénée par exemple, H2O2 est un peroxyde. Vous voyez? Je peux l'écrire comme ça, vous voyez, c'est un peroxyde simple. Vous voyez? Donc il y a aussi un autre peroxyde, c'est le peroxyde benzoyle, vous voyez? Peroxyde benzoyle, hein? Peroxyde, c'est ce qu'on va utiliser ici. Par exemple, c'est C6H5COOO C C6H5. Vous voyez ce peroxyde, c'est ce qu'on va utiliser dans cette leçon-là. Et sachez qu'on va le simplifier quand même, parce que tout ça, on va l'appeler R. Vous voyez? Et tout ça aussi, on va l'appeler R. Comme ça, le travail sera un peu plus simple. Donc, je me retrouve dans cette écriture-là, vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce peroxyde? Qu'est-ce qui se passe avec ce peroxyde? Sachez que le peroxyde, je vais l'écrire de façon simplifiée, comme ça. Voilà. Sachez que la liaison entre les deux oxygènes, là, c'est une liaison fragile. Et donc, on peut facilement, voilà les deux électrons de la liaison. Vous voyez, dans toute la leçon, les électrons de la liaison covalente, je vais le noter en rouge. Donc, qu'est-ce qui se passe alors? Ben, il va y avoir une rupture, on appelle ça homolytique, ça veut dire à égalité, si vous voulez, vous voyez? Comme ça. Sachez que dans l'addition électrophile, hein, on a vu la rupture de l'hydracide comme étant une rupture hétérolytique. Hétérolytique, ça veut dire que les électrons, bien sûr, ne sont pas partagés à égalité entre les deux atomes qui constituent la liaison. Vous voyez? Il y avait H+, et X- ici. Vous voyez? H+, X-. C'est-à-dire les deux électrons qui sont là, ils sont partis sur X, vous voyez? Or, ici, c'est le contraire. Mais, on peut aider cette rupture, soit avec une quantité de chaleur, soit de façon thermique, soit de façon lumineuse, avec une énergie lumineuse H nu. Et cela, bien sûr, provoquera la rupture de la liaison. Donc, sachez, quand on met une demi-flèche comme ça veut dire que c'est un électron, vous voyez? Si je mets une flèche entière, ça veut dire 2 électrons. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2 RO avec un point. Donc là, c'est le premier radical initiateur qui va me permettre de fabriquer des radicaux pour la réaction chimique. Donc, une fois ce radical a été formé,
Donc vous voyez que c'est une entité chimique avec un électron célibataire. Vous voyez, j'ai mis deux, c'est parce que il y a celui-là et celui-là. Bon, maintenant, une fois que ce radical s'est formé, il va maintenant, parce que ce qui m'intéresse bien sûr, c'est l'acide bromhydrique, vous voyez? Là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir une rupture ici aussi homolytique. Donc, les électrons qui sont là, vous voyez? Hein, il y a une qui va aller là, vous voyez? Et l'autre qui va aller sur le brome. Et donc ça va me donner quoi? Ça va me donner ROH, hein, le O avec le H, ils vont partager, bien sûr, ils vont associer leurs deux électrons célibataires pour former une liaison, et j'ai le Br avec un électron célibataire, et sachez que, bien entendu, hein, il y a 3 doublés autour. Bon, ça, je ne vais pas les mettre par la suite, mais ils n'ont aucune importance dans cette leçon-là, si ce n'est l'électron célibataire qui est là. Donc là, je viens de former mon radical qui va agir sur l'alcène qui m'intéresse. Donc je vais prendre un exemple d'un alcène. Donc ça, il est important ça. Vous voyez que l'initiation m'a permis de fabriquer bien sûr le radical brome. Et ça se fait bien sûr par une quantité énorme, bien entendu. Là, c'est juste un exemple, bien sûr, que je vous montre. Bien, maintenant que le radical s'est formé, il y a la phase de la propagation. Ça veut dire quoi la propagation? Ça veut dire que ce radical va provoquer la formation d'un autre radical. Donc vous voyez que ce radical-là, qu'est-ce qu'il a permis de faire? Celui-là, là. Il a permis de fabriquer ce radical. Ce radical maintenant va me permettre de produire un autre radical, mais dans l'alcène cette fois-ci, qui m'intéresse. Donc ça s'appelle la phase de propagation. Ça veut dire propagation, ça veut dire petit à petit, bien sûr, le radical agit sur d'autres molécules pour former d'autres radicaux. Bien, passons maintenant à la phase de propagation. Bon, je vais prendre un alcène, celui que j'ai pris au début de la leçon, hein, pourquoi pas, CH3, H, H. Ah, j'aurais pu prendre ici un alcène E ou bien Z ou autre. Bon, là, j'ai pris un alcène ni Z ni E. Bien. Plus, bien sûr, plus le radical brome qui s'est formé dans la phase d'initiation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai deux électrons ici. Vous voyez, de la liaison qui est là. Vous voyez? C'est comme les carbocations. Dans un premier temps, cet électron va venir sur ce carbone et celui-là va réagir avec l'électron du brome. Donc ça va me donner quoi? Eh bien, ça va me donner le produit que je vais mettre ici. Voilà. Donc déjà C, il est lié à C. Donc là, j'ai l'électron qui est venu là. Là, j'ai toujours le C2H5, hein, le groupe éthyle. Là, j'ai toujours le groupe méthyle. Là, j'ai H qui existait avant. Et là, j'ai BR, bien entendu. Voilà, BR. Voilà le premier produit que je peux obtenir
bien sûr, par rapport à cette réaction-là entre les électrons. Sachez une chose que je ne vais pas faire ici pour ne pas alourdir un peu l'écriture. Sachez que les deux carbones qui sont là, hein, ils sont hybridés sp2, voyez? Et donc la molécule de l'alcène ici, elle est plane. Elle est plane. Donc, le brome, il peut agir de ce côté-là. Hein, si je mets ça, bien sûr, en perspective, si vous voulez, vous voyez, si j'adopte une écriture dans l'espace, ça va être comme le plan du tableau. Et le brome, il va agir d'abord par la surface, par le haut, hein, par le haut. Ça va donner ce produit, admettons. Et quand il va agir par le bas du tableau, ça va donner le BR qui est là vers le bas. Vous voyez? Là, je ne vais pas le faire ici. Je vais rester avec cette représentation-là, sinon il y aura beaucoup de molécules. Mais sachez que si je représente cette molécule dans l'espace, elle sera dans un plan, admettons le plan du tableau, là, qui est là. Et donc le brome, il peut agir dans un premier temps par la face supérieure, ça donne ça, et dans un deuxième temps par la face inférieure, et ça donne le BR vers le bas. Sachant que ce carbone-là, c'est un carbone qui n'est pas asymétrique, parce qu'il a deux substituants identiques. Le fait de représenter que ce composé-là ne posera pas de problème par la suite, puisque là j'ai un substituant qui va être lié à un carbone asymétrique par la suite. Mais sachez-le, hein, si vous voulez le faire, bien sûr, on peut le rajouter. Ensuite, il y a l'autre éventualité où cet électron vient sur ce carbone, mais c'est l'électron qui est là qui va agir sur le brome. C'est ce que je vais faire ici. Donc j'ai C plus le radical brome. Donc je note les substituants bien sûr de départ. Éthyle, méthyle. Voilà. Ici j'ai H. Et donc, si je représente les deux électrons ici, voilà, sachez que la rupture ici, je la suppose homolytique, ça veut dire à égalité entre les deux atomes carbone. Donc là, il va venir là, et c'est cet électron-là qui va aller ici. Vous voyez? Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner C, vous voyez, ici, le BR va être là, vous voyez? Ici, c'est 2H5, là, CH3, là, C, H, H, et puis l'électron qui est là. Sachez que les électrons, je les mets en rouge quand il y a la liaison comme ça, après en noir, mais sachez que c'est la même chose. Je peux les mettre en rouge partout, ou bien en noir partout. C'est pas ça l'essentiel. Donc j'obtiens ça. Donc ça s'appelle comment ces deux composés? Ben, ça c'est un radical. Celui-là aussi c'est un autre radical. Vous voyez, par analogie au carbocation. Vous voyez le carbocation? On avait la charge plus là et la charge plus ici. Le radical, c'est un électron célibataire. Mais la démarche est exactement la même. Surtout sur la stabilité, vous voyez? Donc, on va regarder lequel des deux radicaux est plus stable que l'autre. Hein? Ce radical-là, c'est-à-dire le carbone qui porte l'électron célibataire, il est lié à 3 carbones. 1, 2, 3. Donc ici, c'est un radical tertiaire. Radical tertiaire, je vais le noter comme ça. Voilà. Ici, le carbone qui porte l'électron célibataire, il n'est relié qu'à un seul carbone. Donc, c'est un radical primaire. Radical primaire. Bien.
S'il était relié à deux carbones, il serait secondaire. Vous voyez, si je prends ce H et je le remplace par CH3 par exemple, ben, il serait secondaire. Bon, donc c'est comme les carbocations. Il y a carbocations primaires, secondaires, tertiaires, les radicaux, c'est exactement la même chose. Donc maintenant, avec l'effet inducteur plus I des groupes alkyles, là, vous voyez, c'est comme le carbocation, c'est plus I. Vous voyez, c'est plus I, je peux le mettre ici, plus I, là, et là aussi plus I, vous voyez. Sur celui-là, bien entendu, il n'y a que là. Même ici, il y a le brome qui est électronégatif, qui est attracteur, vous voyez, là, le brome. H et H n'a aucun effet inducteur. Donc, le plus stable, c'est le radical tertiaire. Vous voyez, le radical tertiaire, c'est exactement comme les carbocations, vous voyez. Donc, je vais noter ici, plus stable. Vous voyez, plus stable et majoritaire. Vous voyez, c'est la même démarche. Vous voyez, addition électrophile radicalaire, les conclusions, vous allez voir, sont, c'est-à-dire les conclusions sur la réaction, mais par contre, les produits vont être différents, heureusement. Mais après, question stabilité des radicaux par rapport aux carbocations, c'est la même démarche, vous voyez. Et ici, il est minoritaire. Vous voyez, minoritaire, ça veut dire qu'il va se former très très peu. Pourquoi? Eh bien parce que le radical ne reste pas très très longtemps dans le milieu réactionnel. Voilà là, une partie de la phase de propagation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est-à-dire le radical formé dans la phase d'initiation m'a permis de fabriquer un autre radical, qui est l'alcène. Et bien entendu, ce radical, il va réagir à nouveau avec une molécule d'hydracide, c'est-à-dire de l'acide bromhydrique, pour donner le produit final. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? La conclusion de ces deux équations bilan, c'est que c'est ce composé-là que je vais garder par la suite. Celui qui est majoritaire, sachez que c'est un produit majoritaire qui va me donner le produit final. Bien. Déjà, une première remarque qu'on va faire juste après, c'est que le brome ici, vous voyez, il est lié sur le carbone le moins substitué ou bien le plus hydrogéné, vous voyez, contrairement à l'addition électrophile. Déjà, on commence à voir des différences, déjà. Mais on va donner quand même la conclusion juste à la fin de la phase de propagation. Bien, je viens de noter ici le radical majoritaire qui s'est formé dans la première partie de la propagation. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce radical? Une fois produit, eh bien, il va agir avec une nouvelle molécule d'hydracide. Vous voyez, là, d'acide bromhydrique. Sachez que le X, ici, c'est un halogène, ça peut être le chlore, le fluor, l'iode, le brome. Voilà, là j'ai choisi le brome, mais j'aurais pu choisir le chlore par exemple. Donc ici, rupture homolytique, pardon, comme avant. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cet électron célibataire va agir avec cet électron-là, et puis ici, j'aurai le brome radical qui a réagi, vous voyez, qui va se refabriquer pour faire la suite, bien entendu, de la réaction chimique. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner C2H5, ça ne change pas, CH3, ici j'ai C, j'ai le Br ici pour ce carbone, rien ne change, voilà. Mais par contre là, j'ai H. Vous voyez, le H qui était là, il est lié à cet électron célibataire. Donc, j'obtiens finalement le produit majoritaire que je cherchais au début de la leçon.
Bien entendu, plus maintenant le Br avec un électron célibataire. Donc, le produit qu'on vient d'obtenir là, vous avez remarqué que c'est le contraire du produit Markov-Nikov. Vous voyez que le Br, il est sur le carbone le moins substitué et le H sur le carbone le plus substitué, contrairement bien sûr à l'addition électrophile. Et ce produit-là, c'est le produit majoritaire qu'on obtient, et avec cette réaction chimique, bien sûr, c'est ce produit qu'on obtient. Et ça s'appelle d'ailleurs produit anti-Markov-Nikov. Markov-Nikov. Ça veut dire que c'est un produit qui contredit la règle de Markov-Nikov, tout simplement. Bon. Dans la littérature chimique, ça porte aussi le nom suivant, c'est l'effet Karash. Vous voyez, effet Karash, ça s'écrit parfois comme ça. Vous voyez, je vais l'écrire de deux manières différentes. Karash, comme ça. Ou bien comme ça, vous voyez, Karash, comme ça. Donc c'est l'effet Karash. Donc vous voyez que vous avez Markov-Nikov pour l'addition électrophile et vous avez l'anti-Markov-Nikov pour l'addition radicalaire. Ici, on voit que le brome se fixe bien entendu sur le carbone le moins substitué, le plus hydrogéné, contrairement à l'addition électrophile. Donc, la réaction ici, elle est régiosélective. Donc on dit réaction, ça c'est très très important, régiosélective. Hein, ça vient de ce que je viens de dire, régiosélective. Donc ça c'est important. Ensuite, elle me donne le radical brome qui a été consommé au départ. Et là, la réaction, bien sûr, se poursuit de la même façon. C'est-à-dire que la phase de propagation va être reproduite de la même façon jusque-là, depuis le début, hein, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'alcène, vous voyez? C'est-à-dire le Br- qui est là, il va agir avec un alcène, voilà, et qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner, bien sûr, le radical alcène, vous voyez, comme celui-là. Donc radical alcène, le majoritaire, bien entendu, anti-Markov-Nikov, hein, radical alcène, voilà, comme ici. Ce radical alcène va agir sur une nouvelle molécule, bien sûr, de l'acide bromhydrique, comme ça, comme ici. Et qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner le produit anti-Markov-Nikov, je vais l'écrire comme ça, plus un autre Br-. Et la même chose qu'ici se reproduit jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'alcène. Et c'est pour cela que on appelle cette réaction une réaction en chaîne. Vous voyez, réaction en chaîne, c'est comme dans la radioactivité. Vous voyez, hein, si vous en avez fait un petit peu, hein, pour la fission, bien sûr, des noyaux d'uranium, hein, parce que chaque noyau d'uranium qui est attaqué par un neutron se fissure, il libère deux neutrons ou trois qui vont à leur tour heurter trois noyaux d'uranium, et ainsi de suite. Donc ça s'appelle une réaction en chaîne, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'alcène. Donc là, c'est la phase de propagation. Ben, bien sûr qu'il y a une fin de ce mécanisme, et la fin, on l'appelle la phase de terminaison. On va voir ça tout de suite, la phase de terminaison. Bon, la phase de terminaison, maintenant, ça concerne les radicaux qui restent dans le milieu réactionnel et qui vont s'associer entre eux. Mettons qu'il reste Br, le radical brome avec un autre radical brome, bon, ils vont donner le dibrome. Vous voyez? Voilà, par exemple. Sinon, c'est le reste d'autres radicaux, ils vont se relier entre eux pour donner de nouvelles espèces chimiques. Sachant que dans cette partie,
hein, je suppose qu'il ne reste plus d'alcène. Donc les alcènes, bien sûr, ont été consommés pour donner les produits anti-Markovnikov. Et par conséquent, il va rester des radicaux bromes un peu dans le milieu réactionnel. Et ça va se terminer comme ça. Il y a une chose que je n'ai pas traitée dans cette partie, c'est la stéréochimie du produit anti-Markovnikov. Hein, est-ce que la réaction chimique elle est stéréospécifique ou bien non stéréospécifique? Sachez que l'addition électrophile, hein, était non stéréospécifique. Bien, pour la stéréochimie, voilà, j'ai repris le radical alcène qui s'est formé. Et donc, il va agir sur une nouvelle molécule de l'acide bromhydrique, HBr. Sachez que cette molécule, elle est plane, elle est dans le plan. Donc, comment va se faire maintenant l'action, bien sûr, de la molécule d'acide bromhydrique sur le radical? Donc, vous voyez, ça va se faire comme ce que j'ai fait avant, sauf ici, c'est dans l'espace. Et comme je l'ai noté au début de la leçon, eh bien, le H qui est là, vous voyez, il va agir dans un premier temps par la face supérieure de ce radical. Hein, donc, c'est ce que je vais faire. Donc, ça va être comme ça. Vous voyez? Donc, ça va donner quoi? C'est le H attaque bien sûr le radical alcène par la face supérieure. Donc, ça va me donner ce que je vais représenter ici. Donc, H, je vais le mettre là. Ici, c'est 2H5. Là, CH3. Ensuite, ici, ça ne change pas. Br. H. Et puis, l'autre H. Voilà le produit anti-Markovnikov que me donne cette première attaque. Vous voyez, de H sur le radical alcène. N'oubliez pas qu'il y a le Br, le radical brome. Voilà. C'est maintenant, l'attaque se fait par la face inférieure. Vous voyez, je ne vais pas refaire la molécule, mais je vais le mettre avec une autre couleur. Vous voyez, si ça se fasse par le bas, vous voyez. Et donc, vous avez soit la partie rouge, soit la partie verte. Donc, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner, je vais le mettre en vert, c'est H, CH3, C2H5, le BR ne change pas, le H non plus, et ce H non plus. Donc voilà le produit, le deuxième produit que j'obtiens si je suis la couleur verte, c'est-à-dire ici. C'est-à-dire que l'attaque de la molécule de l'acide bromhydrique se fait par la face inférieure. Et si ça se fait par la face supérieure, bah, ça sera ce produit-là qui va être formé. Donc vous voyez que là, j'ai deux produits qui vont se former. Hein, et sachez que celui-là, il va se former à 50%. Celui-là qui est là, il va se former à 50% aussi, vous voyez. Il n'y a pas de raison que la molécule attaque le radical par la face supérieure et non pas par la face inférieure. Donc la probabilité est la même. On obtient 50%, 50%. Donc ça, c'est une première chose. Juste une petite remarque. Tout à l'heure, j'ai noté au début de la leçon que le brome, vous voyez, le radical brome peut attaquer aussi l'alcène soit par le haut, soit par le bas.
Sachant que j'ai choisi bien sûr un carbone ici qui n'est pas asymétrique, donc pour moi, ça ne change rien du tout pour la stéréochimie, vous voyez, parce que ça va me donner un substituant tout simplement, CBrH2. Si un jour vous avez ici CH3 par exemple, hein, eh bien j'aurai un carbone asymétrique. Et dans ce cas-là, le Br a son importance. Vous voyez, si elle est en haut ou si elle est en bas. C'est-à-dire que la configuration qu'on appelle absolue de ce carbone va être différente. Et donc, au lieu d'avoir deux produits comme ça, je vais en avoir quatre. Vous voyez, quatre produits. Et, lorsque le Br est dans cette position-là, donc je vais avoir ces deux qui sont là. Et lorsqu'elle est vers le bas, je vais avoir deux autres. Donc je vais en avoir quatre stéréoisomères. C'est vraiment ici le carbone était asymétrique. Notez bien ça. Ici il n'est pas asymétrique, donc je me contente de garder cette position de Br, du brome. D'accord? Bien. Maintenant je reviens à mes deux produits majoritaires anti-Markov-Nekov. Ça, il faut bien le noter. Sachez que là, pour cette réaction verte aussi, vous avez le Br, le radical brome aussi, hein, que j'ai pas mis, d'accord, hein, mais c'est pas lui le plus important ici, ce sont ces deux espèces chimiques. Donc ici, combien a-t-on de carbone asymétrique? Donc on a celui-là ici, là, et celui-là qui est là. Vous voyez? Donc ces deux carbones asymétriques, ce sont deux énantiomères. Donc on obtient, dans ce cas-là, vous voyez, je vais le noter ici, dans ce cas, ou dans cet exemple, on obtient deux énantiomères avec la même proportion. Avec la même proportion. La même proportion. Donc sachez que énantiomère a juste la définition. D'abord un carbone asymétrique, je rappelle la définition. Hein, c'est un carbone qui est relié à quatre substituants différents. Ou bien, on peut dire la définition aussi suivante, c'est un atome de carbone lié à quatre atomes ou groupements d'atomes différents. Attention, il ne faut pas dire à quatre atomes différents parce que vous voyez que là, j'ai atome, groupement d'atomes aussi, vous voyez? Donc à quatre atomes ou groupements d'atomes différents, ou bien à quatre substituants différents, et là, c'est très très bien. Donc si je regarde par exemple celui-là, hein, je vais entourer les substituants en rouge. Donc vous avez le CBrH2. Vous voyez? Vous avez le H. Vous avez le C2H5 et vous avez le CH3. Hein? Donc voilà, après, bien sûr, la configuration absolue en fonction hein, de la priorité des substituants. Vous voyez, vous les notez de 1 jusqu'à 4. On met le quatrième, bien sûr, derrière, et puis après, on regarde. Hein, si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est R. Hein, et si on tourne dans le sens contraire, c'est S. Vous voyez, lorsqu'on tourne comme ça, là, vous faites comme ça. Ça, c'est R. Vous voyez? Et lorsqu'on tourne comme ça, c'est S. Vous voyez, comme ça. Vous voyez, pour s'en rappeler. Celui-là, bien sûr, c'est la même chose. Donc, on obtient bien sûr deux énantiomères. Je viens de définir le carbone asymétrique, mais deux énantiomères, quelle est leur définition? Ben, deux énantiomères, ce sont deux molécules émagent l'une de l'autre par un miroir plan et non superposables. Faites attention à ça. Ça vient, bien sûr, on dit que
ce sont des molécules aussi chirales, ou que la molécule est chirale, celle qui ne se superpose pas à son image donnée par un miroir plan. En fait, ça vient du latin, parce que chiral veut dire main en latin. Vous voyez, si vous prenez votre main droite et vous prenez l'image de votre main droite par un miroir, vous voyez, on va obtenir la main gauche. Et alors la main gauche, c'est l'image de la main droite, vous voyez, par un miroir. Si on cherche à les superposer, vous voyez, ils ne sont pas superposables. C'est de là que vient, bien sûr, la définition d'énantiomère. Bon, voilà. Ensuite, donc on obtient deux énantiomères à proportion égale. Et bien, cela donne un mélange qu'on appelle un mélange, et ça c'est très très important, hein, mélange racémique. Alors, racémique, ça veut dire quoi? Vous savez, c'est très très intéressant, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps pour l'expliquer. C'est-à-dire parce qu'il faut une leçon pour expliquer ça, vous voyez? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un mélange racémique, c'est un mélange composé de deux énantiomères à proportion égale. Ça, c'est voilà, ça c'est la définition. Ou bien un mélange équimolaire de deux énantiomères. On appelle ce mélange un mélange racémique. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce mélange racémique? C'est que son activité optique est nulle. Activité optique nulle. Activité optique nulle. En fait, un carbone asymétrique, si j'avais par exemple un seul carbone asymétrique, eh bien la solution, on dit qu'elle est optiquement active. Mais ça veut dire quoi, optiquement active? Ça veut dire que c'est une solution qui va agir sur le plan de polarisation d'une lumière polarisée rectilignement. Donc, quelle est la conclusion, bien sûr, de ce que je viens de faire? Sachant que, bien entendu, je n'obtiens pas une seule molécule. J'obtiens deux molécules énantiomères, c'est-à-dire l'une par rapport à l'autre, vous voyez? Donc ça veut dire que la réaction est non stéréospécifique. C'est exactement comme l'addition électrophile. Donc ça, c'est la conclusion qu'on va noter. L'addition radicalaire sur un alcène est non stéréospécifique. Ça, c'est très très important, ça. Vous voyez, on a dit la même chose pour l'addition électrophile. Vous voyez? Ça, c'est important, ça. D'accord? Donc, une petite conclusion. Pour répondre à la question de départ, hein, que j'ai posée. Bien, voici la conclusion. Vous voyez, vous avez un alcène que vous faites réagir avec un hydracide. Hein. Ici, c'est l'acide bromhydrique. Hein, ça peut être chlorhydrique, fluorhydrique, iodique, c'est pareil. Hein, d'accord? Il va me donner le produit Markov-Nekov. Hein, et un autre produit anti-Markov-Nekov. Je vais marquer AM, anti-Markov-Nekov. Ah. Markov-Nekov, anti-Markov-Nekov. Effet Karash, vous voyez, effet Karash. Eh bien, dans quel cas on a le produit Markov-Nekov et dans quel cas on a le produit, bien sûr, anti-Markov-Nekov. Donc ça, c'est très très facile. Hein, vous avez l'addition électrophile ici, addition électrophile, en fait c'est ionique, parce qu'il y a des carbocations, et après vous avez l'addition radicalaire. Ça c'est l'addition radicalaire, vous voyez, on peut vous poser la question, hein, radicalaire. Et donc, au lieu qu'il soit ionique, donc c'est
radicale, c'est-à-dire c'est les radicaux qui sont importants. Donc vous voyez que ça peut être un exercice, vous voyez, on vous donne par exemple une réaction chimique comme ça, on obtient un produit qui ressemble à ce composé ici, et puis après on va vous poser la question, si on vous dit qu'on ne l'obtient pas de façon majoritaire, elle est très minoritaire, etc., et c'est pas lui qui va se former, ça va vous orienter vers, bien sûr, l'addition électrophile. Mais si on vous dit que c'est le majoritaire, etc., ben ça c'est autre chose. Donc c'est l'addition radicalaire. Donc ça c'est intéressant. Je ferai des exercices prochainement sur ces deux thèmes, addition électrophile, addition radicalaire, sur les alcènes. Mais sachez que si vous apprenez un peu les mécanismes et les règles générales, normalement, c'est ce qu'on pose dans les exercices, vous voyez. Donc voilà pour cette leçon. Bon courage et à la prochaine.